Smart et responsable vous est présenté par DNCA, maison d'épargne de valeur. Bienvenue dans Smart et Responsable, l'émission mensuelle où toutes les ambitions sont permises sur Bismart. On parle chaque mois des enjeux de développement durable à travers différents secteurs, différentes activités industrielles ou de services. Et ce mois-ci, c'est un sujet clé qu'on va aborder avec un grand témoin qui va nous accompagner pendant cette demi-heure d'émission, puisqu'on va parler du sujet clé de la gouvernance. Qu'est-ce qu'une gouvernance responsable au niveau de l'entreprise notamment? On va en parler avec Philippe Joubert qui m'accompagne donc ce mois-ci. Philippe, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président fondateur d'Earth Board, qui est un écosystème dédié à l'information et à la formation des conseils d'administration, c'est ça, Philippe Joubert? Absolument, c'est tout à fait ça. Sur ces questions de développement durable, et vous avez évidemment un parcours qui vous confère cette expertise et cette légitimité, puisque vous avez été l'ancien président d'Alstom Power, directeur général délégué du groupe Alstom également, très engagé sur ces questions de transition énergétique, de transition climatique et de gouvernance. Vous êtes notamment senior advisor et envoyé spécial pour l'énergie et le climat au sein du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, et vous êtes également, alors c'est intraduisible, fellow, professeur associé, fellow. Mais on le dit bien parce que j'en suis très fier. Et voilà, et on va le dire, fellow au Cambridge Institute for Sustainability Leadership. On va parler avec vous de la gouvernance, Philippe, et pour commencer l'émission, c'est l'exercice de style habituel. Soyons ambitieux, vous allez avoir 1 minute pour nous décrire votre gouvernance de rêve face aux enjeux de développement durable. C'est l'exercice de style pour introduire le thème, Philippe Joubert, avec vous. Vous avez 1 minute pour décrire votre gouvernance responsable idéale. Où est-ce que vous placez les enjeux aujourd'hui en matière de gouvernance face aux défis? Alors je dis des transitions, il y a la transition énergétique, mais il y en a d'autres également, et face aux enjeux tout simplement du développement durable nécessaire pour demain. Écoutez, je dirais ce que vous avez commencé à commenter, c'est une gouvernance, ça sert à quelque chose en général, donc il faut juste définir bien gouvernance, pourquoi, de qui, vers quoi. Donc si vous me demandez la gouvernance de rêve, c'est la gouvernance qui va permettre finalement de donner aux entreprises le pouvoir et surtout la bonne direction et les bonnes méthodes pour être une solution, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite urgence qu'il faut régler. Et je pense que le monde de l'entreprise est le seul monde qui a les moyens, bien encadré par le gouvernement et la loi, d'arriver à une solution qui nous convienne. On va parler de ces urgences, effectivement, et on va rentrer un peu dans le détail, mais il faut repenser le modèle de gouvernance des grandes entreprises aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera plus, qui a fonctionné pendant des décennies, mais qui ne fonctionnera plus demain. Oui, on peut détailler après, mais quand on regarde bien, il y a quand même un problème de vice au départ, de vice de forme de notre business model. On a considéré, depuis que je travaille dans l'entreprise et quand j'étais patron d'un grand groupe, on a toujours considéré la nature comme gratuite et inépuisable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est fini, terminé, on arrive à ce qu'on appelle les planet boundaries. Il faut donc revoir notre modèle parce que l'équation de base est fausse. On n'a plus cette latitude. Et donc la gouvernance doit en tenir compte. La gouvernance, vous savez, on dit souvent dans les entreprises, si vous mettez des gens bien et capables dans une organisation un peu stupide, ils ont tendance à devenir stupides. Donc en fait, c'est exactement ça qu'il faut réformer. Tout part du G donc, dans les critères ESG. Le G, c'est celui de la gouvernance. Tout part de là. Et on va rentrer un peu dans le détail, effectivement, de ces enjeux. Avec, d'abord, que s'est-il passé ces dernières années en matière de gouvernance? Vous le dites et vous allez nous l'expliquer, Philippe. Business as usual is dead. Pourquoi et qu'est-ce qui a changé? On va voir ça tout de suite avec le chemin parcouru en matière de gouvernance ces dernières années. Oui, chemin parcouru, c'est l'occasion de regarder un peu dans le rétroviseur. Je reprends vos mots, Philippe Joubert. Business as usual is dead. Vous dites pas ça aujourd'hui, vous dites ça depuis 2015. Pourquoi est-ce que la manière de faire du business qu'on avait depuis des années n'est plus efficace, efficiente aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, je crois que on a toujours, comme je disais, on a toujours considéré la nature comme gratuite, inépuisable. La science nous dit depuis longtemps maintenant, et assez clairement, de plus en plus clairement, qu'on est arrivé à la limite de ce modèle. Il faut donc reprendre tout à zéro. On n'est pas obligé de croire à la science.
Vous pouvez simplement écouter, regarder et voir ce qui arrive avec la nature, les signaux que la nature nous envoie. Donc on ne va pas commenter, ce n'est pas l'objet. Non, mais il y a des évidences qui s'accumulent autour de nous. Le niveau du Rhin, par exemple, en Allemagne, ça a été un sujet qui a révélé cette urgence climatique, peut-être aux yeux d'un plus grand nombre de personnes. Absolument. Ces exemples-là se multiplient aujourd'hui. Se multiplient, les incendies. Bon, vous avez Alors, ce qui est plus intéressant pour nous, pour notre dialogue aujourd'hui, c'est effectivement de voir les signaux que la nature nous envoie, mais surtout les conséquences pour le business. Parce que avant, le business regardait ça un tout petit peu, tranquillement, en disant « Oh là là, c'est pas bien, ça, les écologistes font bien de s'en occuper. » Simplement, notre business model est maintenant challengé. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de risques qu'on ne maîtrise pas. Vous avez les fameux risques physiques. Et on n'en parle jamais assez, parce que même lorsque j'étais patron d'Alstom Power, nous avons eu pour une raison quelquefois une pièce de 100 000 euros qui était dans une fonderie qui venait d'être submergée par une inondation. On prenait 6 mois de retard sur des productions de plusieurs centaines de millions, et ça nous coûtait très cher. Je crois que l'industrie informatique a compris ça il y a quelques années avec les inondations en Thaïlande ou au Vietnam, lorsque l'ensemble de la supply chain est perturbée. Donc ce que je dis, c'est que les signaux que la nature nous envoie ont maintenant des conséquences sur notre business model. Bon, qu'est-ce qui a changé et pourquoi 2015 ? Pourquoi est-ce que vous en faites une date clé ? D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous avez créé Earth & Board, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. 2016, oui. Pourquoi 2015 est un moment clé dans cette histoire et dans on va dire les nouveaux enjeux en matière de gouvernance, si tout part de là ? Alors, à deux titres. D'abord, en 2015, la négociation de Paris, puis la publication des ODD. Alors, les ODD, c'est simplement qu'un jour, le monde s'est dit, on va essayer de casser le lien entre on doit se développer aux dépens de la planète, ou même quelquefois d'ailleurs aux dépens de ce qu'on appelle le capital social. Donc on essaie de casser ce lien-là et d'essayer de donner le chemin d'un développement durable et responsable. 17 objectifs de développement durable édictés par les Nations Unies. Absolument. Et qui reprennent l'ensemble des grands facteurs, l'éducation, l'eau, l'énergie. Enfin bon, il y a absolument un menu pour tout le monde. Donc c'est ça. Deuxième chose, l'accord de Paris. Alors l'accord de Paris, il est très important, d'abord parce qu'il est signé par le monde entier, il est depuis ratifié par le monde entier, avec quelques petits... voilà. Aller-retour. On ne va pas en reparler. Et cet accord-là est très clair. On le voit souvent comme un accord de limitation de température. Mais si vous regardez bien ce qui est écrit dans l'accord, on a dit le monde doit arriver à une situation de net zéro le plus tôt possible après 2050. Alors, les entreprises... Comme quelquefois j'utilise une image, les entreprises n'étaient pas à la table. Les entreprises n'ont pas signé l'accord. Non. Mais les entreprises étaient sous la tente. Il n'y a pas un mot, une phrase de ce qui est écrit dans l'accord qui n'a pas été connu, discuté, même quelquefois d'ailleurs approuvé par des organisations d'entreprises. Donc, de pseudo-responsable, on est passé à co-responsable de la solution. Et c'est pour ça que ça change tout. Nous avons une direction complètement différente pour notre business model. Et deux, nous sommes associés à la solution. De facto, les entreprises sont associées au même titre que les États et leurs engagements pris à l'occasion des accords de Paris, vous dites. Il n'y a pas de solution sans les entreprises, comme il n'y a pas de solution sans les États d'ailleurs. Alors après, ça a changé aussi d'autres choses dans la gouvernance dont on peut parler. Non, mais c'est ça le sujet, Philippe. Comment est-ce qu'on fait le lien avec la gouvernance ? Et dans la gouvernance, vous mettez un accent très important sur le rôle des boards, du conseil d'administration en français. Alors évidemment, qui est un organe que tout le monde connaît dans les grandes entreprises, mais qui voit son rôle peut-être gagner en responsabilité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cet organe-là est au cœur de ces enjeux et on va dire du playbook édicté par l'ONU ou l'accord de Paris sur la direction carbone neutre et les objectifs de développement durable? Alors, lorsqu'on reprend les caractéristiques d'un nouveau business model, parce que c'est ça qu'on va devoir changer, on trouve évidemment l'accès risque. Donc, le problème des risques. Dans les risques, vous avez 3 grandes catégories. Les risques physiques, dont on a parlé rapidement avec l'eau. Les risques légaux, dont on pourra parler aussi parce que c'est en train de changer complètement
suite aux derniers événements et à l'accord de Paris et au net zéro. On a vu une décision judiciaire historique sur le climat par un tribunal de La Haye aux Pays-Bas contre Shell. C'est la première fois que ce risque légal se manifeste de cette manière-là, de manière aussi éclatante. Voilà, de manière aussi éclatante, mais on en est déjà à plusieurs milliers d'actions. Et donc il faut bien comprendre qu'on ne le voit pas pour l'instant, c'est plus ou moins sous le radar, mais on pourrait passer l'après-midi avec des cas emblématique juridique. Donc il y a le risque juridique, qui est quelque chose de très important. Puis il y a ce qu'on appelle le risque de transition. Alors ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Mais le risque de transition, c'est, vous savez, la personne qui dit « j'ai toujours fait du business comme ça, donc je ne vois pas pourquoi je changerais ». Oubliant que les facteurs de transition sont formidables, énormes, et que les transitions vont être ultra rapides. Donc ça, c'est les trois risques qu'il nous faut gérer. Il y a des nouvelles opportunités, bien entendu. On en voit tous les matins avec la mobilité, l'énergie, etc., etc. Et surtout, il y a un comportement différent des ressources. Aussi bien les ressources humaines que les ressources financières ont des exigences où on sentit le vent pour les ressources financières et commencent à se déplacer. Donc quand vous avez un cadre comme ça, des nouveaux risques, des nouvelles opportunités, un comportement différent des ressources, vous devez changer votre business model. Marc Carnet appelle ça la tragédie des horizons, c'est ça absolument. Joubert, oui, tout à un fait. des grands envoyés spéciaux pour le climat aujourd'hui aux Nations Unies, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Si business as usual is dead, il faut le changer pour ça. Qu'est-ce qui prévaut aujourd'hui quand on est membre d'un conseil d'administration et d'un board d'une entreprise, quelle que soit sa taille? Alors ça, c'est très important parce que c'est le nœud de notre conversation. C'est des mots très bien. Le business as usual is dead, tout ça, ça change. On comprend les limites physiques du monde qui nous entoure. Et alors c'est pour ça que j'ai créé Earth on Board. Parce que lorsque j'ai compris ça, que j'ai expérimenté ça dans ma carrière passée et avec ma liberté actuelle, aujourd'hui, et aujourd'hui encore plus, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Et on était très fort à motiver les CEO. Dès qu'il y avait un problème, on appelait le CEO, on disait « Eh oh, qu'est-ce que tu es en train d'inventer, là, ça ne va pas du tout, etc., etc. » Et on ne regardait pas, en fait, ce qui pour moi est l'essence même de l'organisation, le rôle du board. Pourquoi le board a un rôle fondamental? Parce que si vous regardez les responsabilités des conseils d'administration, et là je ne vous parle pas de la France, je vous parle du monde, les conseils d'administration ont 3 grandes responsabilités. Et vous pouvez toujours, avec les spécificités du pays, spécificités de l'organisation légale de votre entreprise, avoir des variations. Mais vous avez toujours ces 3 grandes responsabilités. 1, vous êtes responsable des intérêts de l'entreprise, souvent à long terme. Et non pas les intérêts des actionnaires, comme ça a souvent été résumé, ou les intérêts des actionnaires financiers, ou, pire, les intérêts des actionnaires financiers à court terme. Ce qu'en général, on résume rapidement comme étant la première responsabilité du board. Le board, non. Le board s'occupe des entreprises, de l'entreprise. Et c'est ça, c'est le cœur de sa responsabilité. Et de l'ensemble de ses parties prenantes. Première chose. Deuxième chose, il doit agir avec soin, diligence, pour défendre l'intérêt de ces entreprises. Et là, 2015 a changé fondamentalement. La responsabilité numéro 2, comme la responsabilité numéro 1 d'ailleurs, parce qu'on en a parlé avec le net zéro. Il est évident que lorsque tous les pays maintenant signent des accords de net zéro, on pourra détailler tout à l'heure si vous voulez, mais évident que l'intérêt de l'entreprise ne peut plus négliger ce fait. Et dans le deuxième, vous savez qu'un conseiller n'est pas obligé d'être un spécialiste de l'ensemble des sujets qu'il aborde. Dieu merci. Simplement, il a une responsabilité de faire son homework. Il doit comprendre, doit poser les bonnes questions, on arrivera après, et il doit comprendre ce dont il s'agit. Or, aujourd'hui, vous pouvez être président des États-Unis et être climato-sceptique. Vous avez le droit, parce qu'à un moment, vous êtes monté sur le tonneau en disant « Je ne crois pas au changement climatique, c'est une invention des Chinois, votez pour moi ». Et il est élu. Et ça a marché. Point barre. Donc, il est élu sur un programme clair. Je ne crois pas au changement climatique. Lorsque vous êtes un conseiller, un membre de board, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'en faisant ça, vous mettez votre entreprise dans une zone de risque inacceptable. Ouais. Et donc, vous faites courir un risque à votre entreprise, vous lui faites prendre les mauvaises décisions. Et
Certains, d'ailleurs, sont déjà devant la justice pour ça. Des grands patrons de grandes entreprises de oil and gas sont en breach parce qu'ils ont dit des choses qui n'étaient pas compatibles avec ce qu'eux-mêmes faisaient à l'intérieur de l'entreprise, d'ailleurs, souvent. Donc, vous mettez votre entreprise en risque. Vous ne pouvez plus être climato-sceptique. Vous ne pouvez plus avoir négliger les problèmes de développement durable et être dans un conseil d'administration. Et la troisième responsabilité, juste pour terminer, parce que ça c'est important, vous êtes responsable de ce que l'entreprise dit à l'extérieur pour convaincre l'autre partie du sujet, les actionnaires. Et donc, si vous-même ne faites pas attention à ce que l'entreprise dit d'elle-même ou de ce qu'elle fait, vous êtes en breach de responsabilité. On va effectivement détailler un petit peu ce qui caractérise pour vous un conseil d'administration compétent et crédible face à ces enjeux, Philippe. Mais pour se dire que business as usual is dead, il y a un exemple qui vous a frappé récemment et qui a été un exemple peut-être mondialement vécu par bon nombre de fans de foot, c'est le projet de Super League. Vous dites que c'est un échec monumental en matière de gouvernance d'une entreprise ou d'un projet en l'occurrence. Et moi, je me dis peut-être qu'on atteint justement le paroxysme, le pic paroxystique de cet ancien fonctionnement de la gouvernance qui est dead aujourd'hui, comme vous dites, Philippe Joubert. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet exemple ? J'ai écrit un blog ou un texte, un article qui a été repris dans la presse britannique. Quand j'ai vu ce qui se passait, parce que je suis, comme vous le savez, stéphanois, donc le foot, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je suis aussi brésilien, donc ça m'intéresse encore plus. Donc je suis assez ce programme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Un dimanche, les 12 propriétaires des grands clubs européens, surtout anglais, espagnols et italiens, se sont réunis et ont dit, on prend le club à l'américaine. Et d'ailleurs, aidé par une banque dont on peut parler tout de suite derrière, c'est très important. Bien sûr. Parce qu'elle a signé la plus grande banque du monde. Voilà, qui avait signé quelques mois avant des grandes déclarations sur la raison d'être, etc., etc., les stakeholders, et en anglais, parties prenantes, etc. Enfin bref, les 12 se sont réunis et ont dit, on part, on fonde notre ligue. Ça a duré 24 heures. 24 heures après, vous aviez d'abord les grands joueurs, les anciens grands joueurs. Deuxièmement, tout de suite derrière, les joueurs actuels et les entraîneurs. Et troisièmement, et c'est ça qui a tout enlevé, les supporters. Ils ont dit, mais attendez les gars, là, vous êtes propriétaires d'actions, vous n'êtes pas propriétaires du club. Le club, c'est nous. Et comme stéphanois, je vois bien mon ami Caiazzo dire la même chose. Je veux dire, c'est absolument impossible. Mais ça, c'est la preuve pour vous que ce qu'on appelle en anglais la shareholder primacy n'a plus lieu d'être aujourd'hui, ne fonctionne plus aujourd'hui, ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Ne fonctionne plus parce revenant à ce qu'on a dit tout à l'heure, si on veut dire que les entreprises sont une partie de la solution et non pas seulement du problème, l'entreprise doit accepter et vivre dans sa gouvernance, qu'elle est maintenant partie d'un écosystème. Je dis souvent en anglais, greed is not a purpose, c'est-à-dire l'avarice, ça ne peut pas être une raison d'être. Vous êtes obligé de faire du résultat et c'est très bien de le faire. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut plus de résultat. Il faut du résultat pour développer la société. Mais c'est le sang de l'entreprise, ce n'est pas sa raison d'être. Donc, vous devez retrouver le rôle de l'entreprise dans un écosystème sociétal et donc respecter les attentes et les impacts que vous créez à l'endroit de tous les parties prenantes. Et ça, pour moi, ça a été... Enfin, j'ai un exemple crédible et passable sur les télévisions et sur les plateaux de quelque chose de simple pour expliquer ce que c'est que le shareholder primacy. Qui est un sujet parfois un peu sec, un peu aride, mais effectivement très bien incarné à travers l'échec de cette Super League. Petite parenthèse au passage avant d'attaquer la dernière partie, Philippe Joubert. Est-ce qu'il faut pour... cimenter ces enjeux et la prise en compte des différentes parties prenantes, est-ce qu'il faut un changement de statut des entreprises ? Est-ce que le statut d'entreprise à mission, par exemple, répond à ces enjeux-là ? Oui, c'est en tout cas la base de ce qui a voulu être fait. Donc, au niveau du statut et de la reconnaissance de la raison d'être, donc du rôle et de l'importance des parties prenantes, c'est important de le reconnaître officiellement dans les statuts de l'entreprise. Il faut le sacraliser dans un statut particulier ?
Bon, alors après, là, si on parle là-dessus, il y en a pour 2 heures. Ouais, moi, on n'aura pas 2 heures. Voilà. Je pense que il est bien, ça va dans le bon sens. Et comme souvent, toutes ces mesures, un peu compliquées, on a rajouté des étages, alors qu'on avait déjà tout pour le faire et qu'on n'avait pas besoin d'inventer des choses très complexes. Mais c'est très bien de le faire. Vous me trouverez jamais à dire non, il fallait pas le faire, c'est très bien. Ça a mis le focus sur quelque chose d'important. Philippe Joubert, donc l'invité de Smart et Responsable ce mois-ci sur les questions de gouvernance et de gouvernance responsable. Justement, on va se tourner vers l'avenir avec la route à venir pour aboutir à des gouvernances crédibles et compétentes face aux enjeux des développements durables. Quand je dis gouvernance, déjà parlons du conseil, effectivement, ou reparlons de ces conseils d'administration qui sont au cœur de tout, selon vous aujourd'hui, Philippe Joubert, face aux enjeux de développement durable. Qu'est-ce qui doit concrètement caractériser un bon conseil d'administration, je le disais, à la fois compétent et crédible sur ces enjeux de développement durable? Alors, chez Earth on Board, on prône une notion qu'on appelle Earth Competent Board, c'est-à-dire un board qui est capable d'incarner cette nouvelle façon et de promouvoir ce nouveau business model. Alors, on dit simplement, le Earth Competent Board doit commencer par revisiter la raison d'être de l'entreprise. Donc, il doit incarner, d'où peut-être pas la peine de créer plein de choses. Demandons au board de faire son boulot. Oui, aucune entreprise. La raison d'être du board, elle est déjà suffisante pour lui permettre d'adresser les problèmes de développement durable. On dit souvent une entreprise. Je ne connais pas l'entreprise qui a été créée pour faire du profit seulement. Personne ne s'est levé un matin en disant ah, je vais créer une entreprise. Pourquoi tu crées une entreprise? Ah ben, pour faire du profit. Bah, bien sûr que non. Une entreprise, elle est née pour répondre à un besoin, à un marché, pour certains qui sont plus mercantilistes, mais aussi à un besoin. Donc ça, c'est la première chose que le board doit faire, se réapproprier tout ça. D'ailleurs, le Covid à ce stade est un excellent exemple. Lorsqu'on a dû sauver des entreprises en difficulté, vous verrez que, pas assez à mon goût, mais quand même un peu, on a dit, bon, vous, d'accord, on vous sauve. Mais, bien que vous allez faire des efforts, on va vous demander d'en faire un petit peu plus et vraiment de revenir à un comportement plus responsable et plus durable. Parce que vous êtes important pour la société, donc il n'est pas question de vous laisser mourir, mais pas de la façon dont vous le faites. Donc ça, c'est le premier message, je trouve, très important du Covid. La deuxième chose pour un board, c'est qu'il faut qu'il soit organisé correctement. On ne peut plus continuer avec des boards qui ne maîtrisent pas leur agenda, deviennent des chambres d'enregistrement dans l'urgence de décisions déjà préparées par le management, n'ont pas les bons comités pour travailler les questions en toute sérénité et ensuite amener au board une décision correcte. Alors, si on parle de développement durable, il est absolument nécessaire d'avoir des comités de développement durable qui ne soient pas des comités tout seuls dans un petit coin où on tique de box de temps en temps pour passer dans l'indice qui va bien, mais bien un comité qui soit intégré à la stratégie. Et ça, des entreprises, Saint-Gobain l'a fait, d'autres l'ont fait, L'Oréal, intégré à la stratégie, donc on crée un comité, stratégie et développement durable par exemple, pour adresser ces sujets, non pas dans un coin, mais bien central à la stratégie. Ouais. Vous devez avoir les bonnes compétences. Ouais. Alors ça veut dire qu'il faut quand même maintenant avoir... Et d'ailleurs, c'est le sens... C'est pas évident de le dire, Philippe, mais si on en est à le dire aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas, y compris dans les plus grands conseils d'administration des plus grandes multinationales du monde. Alors là, vous arrivez à un autre cas qui est la diversité. C'est-à-dire, je ne dis pas que les gens qui sont en des boards ne sont pas compétents. Je dis simplement, comme dans une équipe de foot, puisque vous aimez bien l'exemple, vous ne mettez pas que des gardiens de but, d'accord? Vous mettez aussi des avant-centres, des demi, des arrières, et vous faites une équipe. Et c'est cette notion de complémentarité, donc de diversité, que vous devez adresser au board, et qui est mal adressée. Parce que, pour des raisons historiques, parce qu'on a des indices qui vont bien, on dit, ah, tiens, la diversité, c'est tant de femmes au board.
c'est pas seulement ça. Oui, c'est pas juste une diversité de genre, vous dites. Bien sûr que non. Mais c'est très important aussi parce que c'est un signal et parce que c'est la possibilité d'avoir d'autres talents. Donc on est bien entendu dans la bonne ligne. Mais il faut aller, par exemple, une des diversités qui n'est absolument jamais discutée, c'est la diversité intergénérationnelle. Jamais. Et pourtant, c'est un élément fondamental. Si vous dites que vous travaillez pour les générations plus tard, dans 20 ans, je ne vous dis pas de les mettre au board, mais au moins avoir cette notion et d'avoir une possibilité de les écouter. J'ai une question précise, parce que ça a été le sujet, et notamment pour la gouvernance des groupes français. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général? Ça pose la question, alors vous le disiez, de l'indépendance et de l'autonomie aussi du conseil d'administration face au management et à la direction générale de l'entreprise. Oui. Vous allez me poser un problème dans ma réponse, vous allez me mettre à mal avec la moitié du CAC 40, mais il est évident que tout ça, c'est des questions qui sont circonstancielles souvent. En fonction du moment que vous traversez dans une entreprise, il est peut-être nécessaire d'avoir un regroupement des responsabilités pour arriver à plus d'agilité, etc., etc. En général, nous, dans Earth on Board, on prône la séparation parce que ce n'est pas le même focus. Et souvent, le CEO le découvre à ses dépens qu'il aurait été bien avisé d'avoir un chairman. Parce que le chairman et son conseil peuvent être un bouclier important en cas de crise et surtout est le lieu privilégié de discussion avec l'ensemble des parties prenantes. Eh oui. Parce que quand on dit qu'il faut accueillir les parties prenantes, il y a plusieurs façons de le faire, on en a parlé un petit peu. Il y a des entreprises, par exemple Veolia, il a un comité spécial qui écoute les parties prenantes. Très bien. Une fois que vous avez dit ça, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, les parties prenantes ont des vues différentes. Bien sûr. Et on doit régler des conflits. Il est fondamental que le board ait la tranquillité, les informations pour régler ces conflits. Le CEO et le management, ils sont responsables de fournir une stratégie et de fournir des solutions opérationnelles. Oui, bien sûr. Oui. Et ça, c'est très important que vous ayez cette... Et c'est bon pour le CEO, et plupart s'en aperçoivent. Regardez le cas d'Unilever, qui est un cas emblématique. Lorsque Unilever a été attaqué par un takeover hostile, le CEO de l'époque, Paul Pullman, a été protégé par son board. Le board a dit « Merci beaucoup pour la prime de 20%. On n'en a pas besoin au motif que vous n'êtes pas les actionnaires dont l'entreprise a besoin. » Pour dire ça, il faut que le board soit absolument tranquille, indépendant et sûr de son fait. Pour conclure, Philippe Joubert, parce que le temps tourne et on conclura là-dessus, un des grands enjeux pour vous de ces nouveaux conseils d'administration revalorisés, parce que c'est une manière aussi de revaloriser le rôle de ces boards, c'est qu'il faut aujourd'hui repenser toute la comptabilité de l'entreprise et la manière dont on comptabilise. Alors, les résultats financiers, ça, il n'y a pas de problème. On a des normes. Merci, c'est fait. Mais c'est l'autre partie, c'est-à-dire le côté moins visible, et on a débuté la discussion là-dessus. C'est toute la partie extra-financière. Et ça, c'est une tâche qui incombe au board aujourd'hui et demain. Le board, lorsque j'ai commencé à m'intéresser de très près à tout ça, j'ai vite compris qu'il y avait une responsabilité qui est le péché capital du board. Le péché capital du board, c'est de fournir des chiffres, on en a parlé tout à l'heure, au marché qui ne soient pas des chiffres équilibrés et réels. Il met sa responsabilité en jeu. Il n'y a pas de plus gros péché que de publier des résultats qui sont faux. Donc ça, voilà. Or, avec ma petite voix, je commence à dire... s'il vous plaît, là, les résultats que vous fournissez au marché aujourd'hui, sur lesquels vous distribuez des dividendes, sur lesquels vous payez des primes et des bonus à l'ensemble de la société, vous êtes sûr qu'ils sont vrais ? Est-ce que vous avez pris... Non, on peut dire carrément, et moi j'utilise souvent le terme de faux monnayeur, je suis désolé, les résultats ne prennent pas en compte des tas de facteurs qui sont souvent liés à une détérioration de l'environnement, mais peuvent être aussi liés à d'autres facteurs.
on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a plein d'exemples d'externalités qui commencent à revenir indirectement dans le PNL. Le prix de l'eau, le prix de la pollination qu'on doit maintenant substituer parce qu'on est très fort pour tuer les petites abeilles. Ouais. Ça paraissait une anecdote, mais ça commence à rentrer dans les PNL. On pensait que c'était gratuit et on s'aperçoit que ça l'est plus. Et ça, si vous ne le mettez pas, désolé, vous êtes des faux monnayeurs. Et le board, un jour, on viendra lui demander des comptes. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de prix qu'il n'y a pas de coût. Simplement, vous envoyez la facture à la prochaine génération. Et ça, c'est même un des facteurs qui pourrait caractériser la négligence. Aujourd'hui, avec ce que vous avez vu dans la presse ces jours derniers... négligence qui sera à un moment peut-être jugée répréhensible légalement devant des juridictions. Bien sûr, ça prendra du temps, mais comment pouvez-vous qualifier un board qui accepte des investissements dans des actifs carbonés sans prendre en compte que ces actifs carbonés, vous avez vu le rapport de l'AIE récemment, ces actifs carbonés vont devoir cesser. Donc vous êtes devant des stranded assets en anglais ou des actifs à empêcher, ou je sais plus comment. Échoués, peu importe. Et ça, vous n'avez pas fait votre job. Donc vous avez été d'une certaine façon négligent. Merci beaucoup Philippe Joubert de nous avoir apporté en un temps limité votre éclairage sur les questions de gouvernance et le rôle notamment des boards, des conseils d'administration au cœur de tout et des enjeux de développement durable des entreprises. Philippe Joubert qui était à mes côtés pour cette émission mensuelle Smart et Responsable, le président fondateur d'Earth on Board et ancien président d'Alstom Power. C'était Smart et Responsable en partenariat avec DNCA, maison d'épargne de valeur.